Yes, we can. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème des médias. Il s'agit toujours de savoir si les informations des médias, c'est-à-dire si les journalistes, sont objectifs. On nous répète à longueur de journée que la presse est libre en France et que les journalistes sont indépendants. Je vous ai démontré dans la vidéo précédente que les journaux étaient détenus par de grandes fortunes. Mais vous pourriez penser que, même si de grandes fortunes détiennent les médias, celles-ci n'ont pas forcément une influence importante sur l'information véhiculée. De plus, les journalistes ne connaissent pas tous la personne qui possède la boîte. Et du coup, les plus serviles peuvent peut-être lâchement faire de la lèche. Belle allitération. Merci. Mais cela ne concerne pas tout le monde. Les journalistes gardent donc une part de libre arbitre dans le traitement de l'information. Malheureusement, c'est inexact. Chaque journal a une ligne éditoriale. C'est-à-dire que le rédacteur en chef et l'actionnaire décident du traitement des informations et de l'actualité effectuées par le journal en question. Lorsque je dis que le rédacteur en chef et l'actionnaire décident, je veux bien sûr dire que l'actionnaire décide seul de la ligne éditoriale. En effet, le rédacteur en chef est un employé, alors que l'actionnaire, lui, détient le journal. Et cela ne les pose pas sur un pied d'égalité. La ligne éditoriale s'explique par le fait que le journal doit être cohérent et doit avoir une stratégie de communication. Il s'agit en fait de marketing. Du coup, chaque journal indique à ses journalistes quelle information traiter, quel point de vue adopter, voire même quel type de vocabulaire utiliser. Et là, la liberté journalistique en prend un coup. Cela dit, en faisant des recherches, j'ai trouvé 2 procédures juridiques qui ont été prévues pour défendre cette liberté journalistique qui fait toute la beauté de notre information. Ce qui fait qu'on pourrait tomber de temps à autre sur un oasis d'informations qui ne sont pas mainstream. Et ça, c'est beau. Il s'agit de la clause de conscience. C'est magnifique. La liberté de penser quelque part. La liberté de dire non à la dictature de l'opinion. La liberté de rester objectif. La possibilité de ne pas se compromettre. Et bien non. Non. Désolé, j'ai eu un petit élan de lyrisme. Mais en fait, la clause de conscience n'est qu'un mot. C'est de la langue de bois pure. La clause de conscience signifie que le journaliste a la possibilité de démissionner s'il n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale. Et il n'aura des indemnités de licenciement que dans certains cas. Si cela vous intéresse, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour lire les précisions. Donc il n'est à aucun moment dit qu'un journaliste peut faire paraître un article qui serait contraire à la ligne éditoriale. Le seul choix qu'a un journaliste, s'il n'est pas d'accord avec son patron, c'est d'aller voir ailleurs. Et il ne faut pas oublier, il y a des milliers de pigistes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de le remplacer. De plus, généralement ce ne sont pas les journalistes qui démissionnent en cas de désaccord avec la ligne éditoriale. Tiens, c'est étonnant, avec le chômage qu'il y a. Ils ne veulent pas démissionner ? En général, c'est la direction qui le remercie. Je vais vous donner 3 exemples. Cela dit, il y en a tout un tas, et il ne s'agit pas de 3 cas isolés. Europe 1 a viré les journalistes Thierry Guerrier, Pierrick Fay, Guillaume Cahour et Catherine Boulet, journalistes qui, je cite, ont été virés en quelques minutes au simple motif qu'ils ne cadrent pas avec le projet rédactionnel d'Europe 1. Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Claude Sérillon, viré de France 2 suite à des questions jugées trop dures. Je vous laisse regarder. Pour ses mises au placard, 2001 fut la plus dure. Le directeur de la rédaction de France 2 de l'époque, devenu aujourd'hui maire de son village, se souvient. Il a connu plusieurs périodes
où il était, je dirais, en haut de la pyramide, journal de 20 heures, présentateur d'émissions spéciales, etc. Et puis, après 2001, c'était même pas un placard, c'était dehors, quoi. Du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain. L'explication, cette interview pugnace de Lionel Jospin sur le chômage. On pourrait vous reprocher, vous aviez dit la même chose pour Villevorde aussi. Vous aviez dit c'est pas un fait acquis. Quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez dit je vais voir le dossier, puis en fait ça a été un fait acquis. Excédé, le Premier ministre prononce une phrase qui va faire la une. Il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Donc Manuel Valls, qui était à l'époque chargé de communication du Premier ministre, m'appelle le lendemain matin, après l'interview par Claude du Premier ministre, qui s'était mal passé, pour me dire ce qui s'est passé hier soir était scandaleux. Claude Sérillon était agressif, il a posé de mauvaises questions, et donc c'est vraiment pas bien du tout. Et je lui ai répondu, c'était pas de mauvaises questions, c'était des mauvaises réponses. Quelques semaines plus tard, les deux journalistes sont virés. Une période difficile pour Claude Sérillon avant un repêchage chez Michel Drucker, mais le cœur n'y est plus. Un journaliste de Sud Presse, Xavier Lambert, a été quasi licencié pour avoir demandé un débat sur cette une. La décision finale du licenciement n'avait pas encore été prise, et devant le déferlement de soutien et d'indignation, la direction ne l'a au final pas viré. Je sais pas vous, mais moi aussi je trouve cette une un peu malsaine. Mais la Belgique et la France ont le même système concernant la presse. Bon, pour ceux que ça n'a pas choqué, Xavier Lambert est adjoint du rédacteur en chef. Donc le gars c'est pas un stagiaire. Le haut de la hiérarchie leur propose une une en leur disant « Est-ce que cela vous va ? Exprimez-vous ». Et Xavier Lambert dit « Non, cette une ne me va pas ». Il est vrai quand même que la une est extrêmement violente, il est marqué abattu, 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 et justice est faite. C'est quand même une une qui se réjouit de mort d'homme, et c'est atroce. C'est au minimum une une qui peut être controversée. Xavier Lambert dit « Moi ça me va pas », en plus cette une arrive juste après Charlie Hebdo, tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est sur les nerfs, il y a plein de délits qui sont commis en relation avec l'attentat de Charlie Hebdo. Xavier Lambert dit « Moi cette une ne me va pas », et la direction dit « Dans ce cas-là, dégage. » C'est extrêmement simple. Et vu que c'est une fin de semaine, les gars se disent « On va le virer en début de semaine prochaine lors d'une réunion. » Xavier Lambert s'implique et arrive à créer un petit scandale sur les réseaux sociaux. Et lorsque la réunion du lundi arrive, la direction ne le réintègre que parce que si on virait un journaliste, ça ferait tâche, vu que l'affaire s'est ébruitée et vu que l'opinion publique est contre le fait qu'on le vire. Je vous laisse voir ça sur cet extrait vidéo. Et puis vendredi, l'assaut final, les 3 terroristes ont été tués par la police. Et voilà d'ailleurs la une du groupe Sud Presse le lendemain. Justice est faite. Elle choque un journaliste maison. Il demande un débat interne. Cela n'a pas plu à sa direction. Le reportage d'Anne-Catherine Crofer. Les visages sont fermés, le ton est grave. Nous sommes en réunion de rédaction. Pendant 1 heure, le rédacteur en chef explique les faits aux journalistes, des journalistes qui sont invités à s'exprimer. Notre caméra s'éloigne, mais nous assistons au débat. Le mail interne de Xavier Lambert contestant la une du journal de samedi est l'élément déclencheur, explique le rédacteur en chef. Il s'agit pour lui d'une succession de fautes. On parle d'interventions fréquentes sur les réseaux sociaux pour critiquer son employeur. Bon, ce sont des choses qui ont été recadrées, mais qui dépassaient tout de même, à mon avis, ce qui est acceptable. Il y a d'autres choses, il faut le savoir. Et nous avions de gros problèmes d'efficacité de M. Lambert au niveau de la gestion de son bureau. En effet, nous n'étions pas du tout contents de lui depuis de très, très, très longs mois. Xavier Lambert se défend et conteste être en désaccord avec la ligne éditoriale de son journal. En 2012, j'ai quand même été promu rédac-chef adjoint. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un qui a plein de casseroles. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui me reprochent très souvent d'être trop corporate parce que, attention, et je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, j'aime mon journal justement. Si j'ai voulu intervenir, c'est parce que j'aime mon journal et je le défends bec et ongle. Nous avons discuté avec de nombreux journalistes de la rédaction qui n'ont pas désiré s'exprimer devant notre caméra. Sauf un. Il a peut-être contesté une, mais je crois qu'il y avait une autre manière de la contester. Il y a moyen de parler, le dialogue existe chez nous vraiment bien. Et donc, je crois savoir qu'il n'y avait pas que ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet par rapport à ce licenciement. Mais je crois que les gens ne sont pas au courant du reste. Les journalistes avec qui nous avons parlé rejoignent cet avis.
mais estime néanmoins qu'un licenciement serait excessif. Anne-Catherine Crouffer, vous vous trouvez devant les locaux du journal à Namur. Une réunion vient d'avoir lieu entre Xavier Lambert et sa direction ? Oui, elle est toujours en cours, elle est sur le point de se terminer, mais on pense qu'il y a un espace de dialogue qui pourrait être recréé. Alors pourquoi ? Parce qu'en fin de matinée, différentes personnes de la rédaction de l'édition Sambre La Louvière, là où Xavier Lambert est responsable, ils ont mis en avant les différentes qualités de leurs responsables. Ils ont dit qu'il y avait des bons chiffres de l'édition, ils ont dit que c'était un meurtre, qu'il était vraiment indispensable à l'édition. Donc peut-être que cela aura joué sur la direction, en tout cas, on l'espère pour lui. Toujours est-il que la réunion, je me retourne à monsieur Lerskoll, le directeur général, vient juste, vous avez terminé cette réunion, elle est toujours en cours. Qu'en est-il? Une solution est... De faire une suspension maintenant dans la réunion, donc nous avons pris du recul, nous avons effectivement écouté l'équipe ce matin de l'édition et j'ai rencontré personnellement Xavier Lambert. Alors Xavier nous dit qu'effectivement, sur la forme, il reconnaît qu'il y a une maladresse parce qu'il y a un espace de discussion chez nous au sein des comités de direction et à travers des chefs d'édition. Mais sur le fond, il nous dit qu'il est très attaché au projet de Sud-Brest et qu'il souhaite rester au niveau des équipes. Donc nous cherchons une solution. Donc pour être très Est-ce qu'on parle encore de licenciement? Alors actuellement, dans les discussions que nous avons maintenant, nous ne parlons plus de licenciement. Nous essayons de trouver une solution et de voir si nous pouvons encore travailler ensemble en confiance. Ce qui est important pour moi en tant que patron du groupe Sud-Presse, c'est de voir l'attachement au projet de Xavier, du projet Sud-Presse, et aussi de voir comment on peut améliorer cette communication sur la forme pour laisser là où il y a des espaces de discussion que les équipes puissent se voir à travers. Alors vous avez quitté la réunion et on peut dire en fin de compte qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il réintègre sa rédaction à l'édition du Centre. Donc actuellement, Xavier est en congé. Actuellement, avec Xavier, on ne parle plus de licenciement pour le moment. On recherche une solution pour que les parties, c'est-à-dire l'encadrement de la rédaction et Xavier, puissent retravailler sur une base solide et en confiance. C'est important. Et Xavier s'inscrive dans le projet de Sud-Presse. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me garantit en tous les cas depuis ce matin dans les discussions. Donc je suis très optimiste d'une bonne issue. Ok, merci beaucoup monsieur Lerskoll. Voilà, peut-être que cet après-midi, un accord pourra être trouvé entre les deux parties. Merci Anne-Catherine Crouffer. Jean-François Dumont est aussi notre invité, secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes professionnels. Que vous inspire cette histoire ? Je me réjouis évidemment que le confrère Xavier Lambert puisse réintégrer son emploi et c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Mais en attendant, ce qui s'est passé est absolument ahurissant. Depuis 6 jours, le monde entier n'a que sur les lèvres la célébration de la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Voilà un journaliste qui, en interne et sans communiquer à l'extérieur, montre ses doutes et sa désapprobation sur une une. Son envie de bas. Il ne pose aucun acte qui est de nature à porter atteinte aux intérêts de l'employeur ou de l'entreprise et on le met à pied, on le menace de licenciement. C'est absolument fou, ça veut dire que dans un journal qui est par excellence le berceau de la liberté d'expression qui conduit à la liberté de la presse, le débat large et spontané est interdit, est prohibé. C'est vraiment caricatural, il y a des mauvaises caricatures aussi, c'est caricatural d'un mode de gestion où, malgré ce que je viens d'entendre, nous savons, nous à la JP, que le débat n'est pas de mise à Sud-Presse, qu'il y a une stratégie de gestion tout simplement, par la pression, par le harcèlement, par le diktat, et que ce système-là doit absolument finir. Et j'ose vraiment espérer que cet incident, si ça se réduit à un incident, va permettre quand même de changer ce mode de gestion au sein de la rédaction de Sud-Presse. Du coup, cela confirme les arguments de ma première vidéo. Les détenteurs de grands groupes de presse déterminent comment et sous quel angle l'information doit être traitée. Ils contrôlent ce que disent leurs journaux par le biais de lignes éditoriales. Lignes éditoriales auxquelles doivent se soumettre les journalistes s'ils ne veulent pas être virés. Bref, on repassera pour des notions comme la liberté ou l'indépendance de la presse. Michel Del Castillo a dit en 2010 « J'ai toujours pensé que la grandeur du journaliste se mesurait par son indépendance. » Du coup, nous on a des petits journalistes. Il s'agit déjà de la fin de cette vidéo. La prochaine sera sur la publicité et devrait être plus longue. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci de laisser vos remarques ou avis en commentaire et merci également de laisser un pouce bleu et de faire tourner. Voilà, à bon entendeur, salut et à bientôt.